Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les Carrefours de l'IA, qui est le rendez-vous mensuel des cas d'application de l'IA en entreprise, mais également des résultats de recherche. Et depuis quelques mois, on a également l'AWEX qui est venu s'intégrer dans les Carrefours de l'IA avec une partie dédiée au paysage de l'IA d'un point de vue plutôt international, avec un focus aujourd'hui sur la France. Alors, euh, le Carrefour de l'IA, c'est un webinaire qui est co-organisé avec Trail, AI for Belgium, l'AWEX, les Hubs Digital Wallonia et avec le soutien du SPW et dans ce cas-ci aussi de Skywin qui jouera le rôle de modérateur et qui introduira ce webinaire. Et nous parlerons aujourd'hui, du coup, sans surprise, de l'IA dans l'industrie spatiale. Et donc, au sens large, on parlera donc aussi de géospatial, de l'aérospatial et d'autres thématiques plus fines, avec un point de vue plutôt orienté usage et aussi orienté recherche. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Michel Stassard et Anthony Biévélez qui vont introduire ce webinaire. Anthony comme Michel possèdent tous les deux une expérience forte dans l'accompagnement d'entreprises technologiques, avec une expérience qui est aussi dédiée aux sociétés spécialisées dans le spatial. Anthony est Project Manager et Michel est Deputy Director en charge des activités liées au spatial chez Skywin. Anthony et Michel, je vous laisse tout de suite la parole. Voilà, m'entendez-vous bien? Bonjour bonjour tout le monde. Voilà, vous entendez bien? Je n'ai pas de retour? Super. Oui. Voilà. Je suis content de retrouver ce petit déjeuner, allais-je dire. C'est dommage qu'il n'est pas en présentiel, ce serait quand même plus agréable, ce sera pour bientôt, j'espère. Et à nouveau présenter le secteur spatial et son intérêt pour l'intelligence artificielle. Il y a à peu près un an, en plein confinement, nous avions eu l'occasion de faire une première petite sensibilisation à ce croisement de deux mondes qui, normalement et historiquement, sont des mondes qui doivent se parler, puisque, souvenez-vous, dans 2001, Odyssée de l'espace, il y a déjà 40 ans, on parlait d'intelligence artificielle et de spatiale comme étant un mariage très important. Alors, c'est étonnant d'ailleurs, l'intelligence artificielle est arrivée par l'utilisation des données satellitaires au sol dans le domaine spatial et non pas par la gestion d'une station spatiale comme dans ce film. Et donc, c'est vraiment sur le côté utilitaire et sociétal d'ailleurs de l'observation de la Terre et du spatial que l'intelligence artificielle peut pleinement, en tout cas, aider le développement de ce secteur-là. En fait, je me suis rendu compte, et c'est d'ailleurs par l'influence des Canadiens qui sont très en amont sur l'intelligence artificielle, que pour parvenir à extraire de l'information, de données de plus en plus nombreuses et lourdes du secteur de l'observation de la Terre satellitaire, qu'on s'est rendu compte que le prix, le coût, si on veut développer un service et si on veut en tout cas le rendre accessible à un maximum d'entreprises, de secteurs ou même d'individus, le coût doit absolument chuter. Et ce bottleneck de coût, la seule façon de le franchir, c'est d'introduire de l'intelligence artificielle. Et nous avions eu l'occasion de faire une première sensibilisation il y a 2 ans maintenant, lors de la première rencontre qui s'appelait AI for Copernicus. Copernicus, pour ceux qui ne sont pas du secteur spatial, c'est la constellation, le nom générique d'un ensemble de satellites européens financés par l'ESA et la Commission européenne d'observation de la Terre. C'est le plus grand effort mondial dans le domaine. Ce sont des données donc, qui sont gratuites, mais qui sont brutes, non traitées et non encore utilisables. Et effectivement, AI for Copernicus, c'était donc l'intelligence artificielle au service de ces données Copernicus européennes. Et ce premier événement était il y a 2 ans, était une des premières approches que nous avions faites pour justement rapprocher ces deux mondes et surtout montrer au secteur de l'intelligence artificielle que l'observation de la Terre est un merveilleux terrain de jeu, avec ses spécificités par rapport à des images médicales, par exemple, qui sont prises avec le même angle, la même puissance, etc. Évidemment, c'est peut-être, j'allais dire plus simple, mais ce n'est pas naturellement. Mais pour l'observation de la Terre, on a des multiples satellites ayant des définitions, des angles de visée, etc., différents. Et il faut parvenir aussi à bypasser les problèmes d'atmosphère, de nuages, etc. Et donc,
face à tout ça, il faut déployer une intelligence artificielle adaptée, je dire, qui soit encore un peu plus adaptée à ce secteur de l'observation de la Terre. Les barrières tombent l'une après l'autre, rendant donc le coût final pour pouvoir développer des services au service des citoyens de plus en plus accessible. Et on est vraiment à un moment frontière et beaucoup d'entreprises, et vous allez en entendre aujourd'hui, sont vraiment sur cette crête, cette vague qui est en train de naître pour pouvoir vraiment transformer l'essai de l'observation de la Terre en quelque chose de quotidien et vraiment au service de tout le monde. Voilà, c'est pour un peu rappeler le sujet, et je retoucherai un petit mot tout à l'heure justement sur la deuxième édition de AI for Copernicus, mais j'en toucherai un petit mot à la fin de cette matinée. Je pense que c'est à moi d'introduire les orateurs. Je redemande pour le suivi, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Voilà, Antoine, je suis dans les délais, je n'ai pas été trop bavard pour le début. Il est important de dire aussi que l'intelligence artificielle n'est pas uniquement pour les data, hein, pour les données d'observation de la Terre, mais l'intelligence artificielle s'introduit dans tous les niveaux maintenant, au niveau de l'Agence spatiale européenne, et de plus en plus d'acteurs sont adeptes de ces technologies. Je vais présenter le premier orateur, et qui est Martine Leclerc, je pense, qui travaille depuis 16 ans à l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements. Martine a sans surprise beaucoup voyagé dans le cadre professionnel, notamment. Je la connais, on s'est déjà rencontrés quelques fois, et notamment à Chicago, Stockholm et Paris. Elle est aujourd'hui en charge du Hub Digital Wallonia de Paris. Quant à Grégory, qui est le deuxième intervenant en parallèle, hein, je pense que vous allez présenter ça en duo, Grégory Flandin, qui est diplômé en ingénieur et mathématiques. Il est spécialisé dans l'intelligence artificielle pour systèmes critiques. Il gère pour l'IRT AESE Saint-Exupéry, basé à Toulouse, au lieu du spatial, le programme de maturation et de transfert des technologies IA et de big data au domaine aéronautique et aérospatiaux. Voilà. Le titre de leur intervention, c'est l'état des lieux de l'IA dans le domaine spatial en France. Martine va nous faire cette petite présentation, et un focus sur le projet DEEL, AI interprétable, robuste, sécuritaire et certifiable, appliqué aux systèmes critiques dans le domaine de l'aérospatial et des transports. Tout un programme. Voilà, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Je vous partage mes slides tout de suite. Bonjour à tous. Alors, hop. Voilà, les voyez-vous? Bien. Donc, Martine Leclerc, voilà, moi je gère donc je travaille d'abord pour l'Agence wallonne à l'exportation au bureau de Paris qui est aussi le Hub Digital Wallonia en France. Derrière moi… Martine, pardon, tu peux mettre peut-être en full screen ton écran, s'il te plaît? Attends, voilà, tout de suite. C'est bien comme ça? Super. Oui, merci beaucoup. Ok, donc avec moi, c'est en fait 4 bureaux qui sont derrière le Hub Digital Wallonia, donc à Nantes, à Paris, à Strasbourg, à Lyon. N'hésitez pas à nous contacter. Et pour les chercheurs d'entre vous, eh bien, il y a la délégation générale Wallonie-Bruxelles à Paris avec un attaché de liaison scientifique qui était anciennement Giacomo Vampini, qui est parti il y a un mois et donc qui devrait être remplacé d'ici la fin de l'année. Voilà. On a déjà parlé pas mal lors de précédents carrefours de l'IA, de l'intelligence artificielle en France. Donc, j'ai choisi plutôt d'axer cette présentation aujourd'hui sur le secteur aéronautique et spatial en France, que vous compreniez comment il est structuré et avec qui vous pouvez connecter. Et notamment ce rapport de l'Assemblée nationale sur l'état de la filière en France qui est paru en janvier 2022. Où la filière aéronautique aérospatiale, c'est à peu près 4500 sociétés, à 75% des PME, 90% du chiffre d'affaires issu des activités aéronautiques, essentiellement à l'exportation, sauf que la crise Covid est passée par là, et donc finalement la part du secteur dans les exportations françaises n'était en 2020 que de 8,4%, alors que normalement c'est une locomotive pour les exportations. Et donc on prévoit un retour à la normale en 2024. Le grand thème, c'est la décarbonation du transport aérien via 3 leviers technologiques, notamment dans ce rapport. Alors, le renouvellement des flottes, certes, l'utilisation de carburants d'aviation durable
issus de la biomasse ou bien de carburants synthétiques. Et puis surtout, ce qui nous intéresse ici pour l'IA, l'optimisation de la gestion du trafic aérien et des opérations au sol pour réduire la consommation de carburant. Alors, soit via l'électrification des engins ou l'alimentation des avions quand ils sont au sol, soit en vol par la systémisation des approches en descente continue lors de l'atterrissage ou le déploiement progressif des pratiques d'écopilotage. Et là, il y a pas mal de projets qui sont portés par les pôles de compétitivité français qui concernent justement cet aspect des recherches. Alors certes aussi l'avion électrique et l'avion à hydrogène, juste une parenthèse, mais l'avion à hydrogène, le problème se posant, comment produire massivement de l'hydrogène pour l'industrie et pour les avions, et c'est tout un programme en tant que tel. Alors, 3 pôles de compétitivité en aéronautique aérospatiale en France. On ne va pas tous les lire, mais Aerospace Valley, ASTEC, SAFE. Chacun a ses particularités. Le plus gros est de loin Aerospace Valley, dont est membre d'ailleurs l'IRT Saint-Exupéry, donc notre conférencier aujourd'hui, avec 812 membres, 58 grandes entreprises, 572 PME, donc c'est quand même un pôle qui est bien solide, plusieurs filières aéronautiques, espace, drone, système embarqué. Le pôle parisien qui s'appelle ASTEC, qui couvre l'Île-de-France et la Normandie, différentes thématiques aussi, et le pôle SAFE qui a un positionnement peut-être plus défense pour tout ce qui est Auvergne-Rhône-Alpes et alors le Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà. Ces 3 pôles sont coordonnés par le groupement des industries françaises aéronautiques et aérospatiales, le GIFAS. C'est aussi le GIFAS qui organise le salon du Bourget. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que leurs feuilles de route en matière de R&D sont quand même définies au plan national par le Conseil pour la recherche aéronautique civile, le CORAC, et le COSPAS pour l'espace, ainsi que pour la défense nationale. Donc voilà les 3 pôles qui doivent être dans votre viseur et la manière dont ils sont gérés et coordonnés. Alors, où est-ce que vous pouvez rencontrer les acteurs de cette filière? En coordination avec Skywin, il y a plusieurs événements que l'AWEX organise, co-organise, cofinance, peu importe. Skywin vient juste de faire la Paris Space Week à Paris, qui est faite régulièrement à chaque édition. Il y aura cette année-ci la conférence ECAS, European Conference for Aerospace Sciences, qui aura lieu à Lille, qui est itinérant, donc qui n'a pas nécessairement lieu en France, du 27 juin au 1er juillet, pour les chercheurs que cela intéresserait. L'International Astronautical Congress, qui est de retour à Paris, qui est également itinérant début septembre, et ceux d'entre vous qui y participeront, nous reverrons, puisqu'on aura un événement de maillage en nos locaux ici à Paris. Aéromar Toulouse, qui est plutôt orientation acheteur, du 29 novembre au 1er décembre, qui est porté par notre bureau de Lyon. Et bien sûr, l'année prochaine, le fameux salon du Bourget du 19 au 25 juin, où la Belgique est un des principaux exposants, et nous avons le pavillon juste à côté de celui du GIFAS notamment. Un petit mot aussi pour la délégation générale Wallonie-Bruxelles, qui participe en général chaque année au rendez-vous Carnot, qui ont lieu à Paris, et je pense en alternance avec une autre ville, Bordeaux notamment, je pense aux dernières éditions. Les rendez-vous Carnot, c'est vraiment la R&D des entreprises, des grandes sociétés qui viennent sourcer les différentes possibilités de développement avec les chercheurs, tous les rendez-vous Carnot, mais aussi les chercheurs à l'étranger. Voilà. Les pôles de compétitivité français ont également un programme assez chargé d'événements, donc ce n'est pas les occasions qui manquent de les rencontrer. Si vous souhaitez avancer, n'hésitez pas à nous contacter. Et donc notre invité, voilà, le professeur, Grégory Flandin, que monsieur l'a déjà présenté, qui est également responsable de l'IA certifiable dans ANITI, donc l'agence toulousaine pour toute l'intelligence artificielle, notamment. Eh bien, écoutez, Grégory, je vous laisse la parole et j'arrête ma présentation ici. Merci. Bienvenue chez nous. Bienvenue en Belgique. Merci pour l'invitation. Je vais partager mes slides. Vous me dites si c'est bon? Oui, on y voit. Parfait, merci à vous. Alors, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler plus spécifiquement d'un projet assez emblématique qu'on a monté ici à Toulouse et qui en fait à Toulouse et à Montréal, pour être très clair. Hein, c'est un projet qu'on a d'emblée voulu transatlantique. Alors, pourquoi Montréal? Parce que Toulouse et Montréal sont 2 villes assez jumelles sur le plan à la fois des compétences en mathématiques, statistiques, intelligence artificielle, mais aussi en termes de besoins industriels, puisqu'on a des industries aéronautiques et spatiales qui sont relativement proches en termes de secteurs et de capacité à intégrer des systèmes et des technologies. Voilà. Et
finalement, ces deux écosystèmes-là avaient le même besoin en termes de construire des IA qui sont, entre guillemets, certifiables. Alors, certifiable, c'est un mot qui ne veut pas forcément dire la même chose pour tout le monde, si ce n'est que ce que l'on veut, c'est pouvoir embarquer dans des systèmes sûrs de fonctionnement, des systèmes critiques, des intelligences artificielles avec une capacité à démontrer des performances, avoir de confiance dans les performances et pouvoir les démontrer à un tiers. Voilà, c'est un peu ça la définition de la certification telle qu'on l'utilise. Donc c'est un programme qui est relativement ambitieux, hein, qui fait à peu près 30 millions d'euros hein, quand on cumule les deux parties transatlantiques. Environ 60 ingénieurs, experts, data scientists, chercheurs, auxquels on peut rajouter quand même une bonne vingtaine, une trentaine de thèses en cours. Ça a démarré en septembre 2018 pour une durée de 5 ans. Il y a à peu près 27, maintenant peut-être même 30 partenaires industriels de part et d'autre dans le domaine du transport en général. Donc aéronautique, beaucoup, automobile aussi, spatial également, mais également le rail qui nous a rejoint au démarrage du projet. Une des particularités de ce projet-là, c'est le modèle IRT, hein, des IRT qui veut ça, hein, les instituts de recherche technologique qui ont été créés en France en 2013 à peu près. C'est des modèles de collaboration intégrée, c'est-à-dire qu'on met vraiment au même endroit, dans la même pièce, des gens avec des profils relativement différents pour travailler ensemble sur les mêmes sujets, les mêmes algorithmes, les mêmes ordinateurs, je dirais. Et sur ce sujet-là spécifiquement, on avait besoin vraiment de faire un grand écart entre à la fois des considérations très système, ça veut dire quoi de certifier un avion, ça veut dire quoi faire une analyse safety d'une voiture, et à l'autre bout du spectre, vraiment des mathématiciens, statisticiens capables de construire des nouvelles formes algorithmiques, de démontrer des théorèmes, des garanties mathématiques pour pouvoir avoir plus de propriétés, de bonnes propriétés pour la certification. Ça veut dire qu'on a deux façons de travailler hein, dans le projet DEAL. Une façon, on va dire, top-down qui part du système et qui fait un flow-down des spécifications de certification, de safety sur des enjeux plutôt algorithmiques, mathématiques. Et puis à l'inverse, on va partir de défis scientifiques pour essayer de construire des algorithmes avec de meilleures propriétés. Alors je précise ici, hein, le projet il est coopéré par plusieurs instituts hein, à Montréal et à Toulouse. Donc IVADO, c'est l'Institut de valorisation des données à Montréal, hein, pour tout le Québec même, qui est une vitrine, une espèce de pointeur vers un millier de chercheurs en intelligence artificielle. L'IRT5-Exupéry, dont je fais partie. Le CRIAC, qui est à peu près l'équivalent d'Aerospace Valley, dont vous venez de parler à l'instant, sur mes côtés Montréal. ANITI, qui est donc le 3IA toulousain, et l'IID, qui est l'Institut Intelligence et Données de la ville de Québec. Voilà, donc ces cinq instituts coopèrent le programme DEAL. Les défis scientifiques auxquels on va s'intéresser, alors je vais aller très vite parce que je reviendrai sur quelques exemples après pour vous montrer, fixer un petit peu les idées sur certains sujets. Donc il y a des enjeux d'explicabilité, hein, comment je peux expliquer qu'une intelligence artificielle pourquoi une intelligence artificielle donne cette décision. Voilà, c'est essentiel dans la relation entre l'opérateur et l'intelligence artificielle. La question du contrôle des biais aussi dans les données, hein, puisque les données dans un schéma d'apprentissage deviennent spécifiantes pour le système, c'est-à-dire que c'est les données elles-mêmes qui vont définir le domaine de fonctionnement. Donc, est-ce que je suis capable d'analyser la variété et l'impact des biais qu'il peut y avoir dans ces deux jeux de données? Les garanties théoriques, est-ce que je peux mettre des garanties théoriques probabilistes sur un bon fonctionnement? L'out of distribution, est-ce que je peux détecter dans un mode runtime par exemple que telle ou telle donnée finalement sort du domaine de spécification que je lui avais donné, donc du dataset sur lequel j'ai appris mon algorithme, pour pouvoir éventuellement lever un flag et dire non, là je ne sais pas. Des enjeux de robustesse dans l'apprentissage par renforcement. Donc, est-ce que je peux obtenir des caractéristiques, on va dire, dynamiques à mes apprentissages par renforcement, de sorte à pouvoir démontrer une forme de stabilité. Et puis des questions de robustesse au sens large, alors robustesse aux attaques adverses, hein, par exemple, qui sont des attaques bien connues dans le domaine de l'intelligence artificielle.
Bien sûr, ce programme-là, il est taillé pour des industriels et donc avec des données industrielles. C'est-à-dire qu'on a en entrée de nos développements, de nos validations et évaluations de performance, des jeux industriels qualifiés qui nous permettent, contrairement à ce qu'on peut trouver classiquement dans la littérature, où c'est plutôt des datasets jouets, des datasets qui sont vraiment industriels, avec des contraintes industrielles et qui sont infiniment plus complexes à traiter que des chiffres, des séries de chiffres de 1 à 10, etc., de 1 à 9, etc. Bon, là c'est un exemple de dataset qu'on peut avoir, qu'on peut traiter, juste pour vous montrer. Donc on a beaucoup d'imagerie, puisque c'est un des sujets les plus, à la fois qui a l'air de donner les meilleures performances en termes d'apprentissage, mais aussi qui est le plus difficile à certifier. Donc ça peut être le traitement de cartes PCB par exemple, des panneaux de signalisation, ça peut être de la détection de voitures, voilà, des soudures pour vérifier que les soudures dans un processus de production sont correctes, etc. De l'imagerie spatiale, bien sûr, mais ce n'est pas que de l'imagerie, ça peut être aussi, par exemple, les données AK6U, qui sont des données qui est un système pour faire de l'évitement entre avions ou entre drones. Ça peut être des données d'estimation de distance de freinage, mais ça peut être aussi de la parole, etc. Alors, je vais vous donner maintenant quelques exemples. On a beaucoup de sujets dans le projet DEAL. C'est vraiment un gros programme. Il y a à peu près une cinquantaine de sujets qui sont traités en parallèle, donc je ne vais évidemment pas tous les adresser, mais je voulais juste vous en montrer quelques-uns pour vous montrer à la fois quelles problématiques on traite et en même temps quelles solutions on est capable d'apporter. Le premier sujet, c'est sur les questions de classification robuste. Est-ce qu'on est capable de mettre en place des algorithmes qui sont robustes par construction? On connaît tous les exemples des attaques adverses, où on est capable, en rajoutant un tout petit bruit imperceptible dans l'image, de transformer une décision. Alors là, c'est un exemple plutôt industriel, avec la détection d'une voiture que vous avez ici à gauche. Mais enfin, bon, il y a plein d'exemples dans la littérature où on arrive à transformer un chat en grille-pain, alors que visuellement, l'humain ne voit rien. Mais pourtant, on a biaisé la décision de l'algorithme. En fait, ce qu'on a construit dans le projet, là, par exemple, c'est un type de réseau qu'on appelle des réseaux Lipschitz, donc avec des contraintes mathématiques bien spécifiques, pour lesquels on a été capable de démontrer mathématiquement le lien avec des enjeux de robustesse. Et le lien notamment avec la capacité à éloigner au maximum les attaques adverses. C'est-à-dire que si on doit faire une attaque adversariale sur ce type d'algorithme, alors le bruit qu'on doit rajouter dans l'image n'est pas un bruit qui n'a pas de sens, mais c'est un bruit qui est significatif. C'est-à-dire que, par exemple, si je dois faire croire à un algorithme que j'ai allumé le clignotant à gauche, eh bien, je dois vraiment avoir un bruit qui vient rajouter de la lumière à gauche et éteindre par contre la lumière à droite. Voilà, c'est ce type d'attaque qui va être nécessaire pour biaiser ce type d'algorithme. Et pour faire ça, on a été obligé d'avoir des mathématiciens capables de mettre en place les théorèmes, de mettre en place les mathématiques associées à ça, et puis des data scientists pour développer les algorithmes, les tester sur des datasets industriels. Premier exemple. Deuxième exemple, tout ce qui concerne la quantification la prédiction des incertitudes et leur quantification. La question qui est souvent posée derrière ça, c'est la suivante, c'est que un algorithme d'intelligence artificielle, il peut faire des erreurs un peu pathologiques, mais tout en étant sûr de lui. C'est-à-dire qu'il va parfois dire, ben ça, je suis sûr que c'est un chat, par exemple, alors que c'est un grille-pain, ou l'inverse, mais en plus, je suis sûr de moi. À 99%, je suis sûr de ce que je vous dis. Et ça, évidemment, dans un système critique, c'est inconcevable parce qu'on a besoin, quand on construit un avion, par exemple, à la fin de donner une probabilité d'échec, un 10-9 par exemple, un taux d'erreur catastrophique à 10-9. Et pour faire ça, on est obligé d'agréger toutes les probabilités de tous les sous-systèmes et leurs défaillances. L'IA n'est pas exempt de ça. Évidemment, quand l'IA va prendre une décision, il faut qu'on soit sûr de sa décision et la probabilité associée à cette décision doit être certifiée d'une certaine façon. Donc ça, c'est un sujet qu'on traite également.
alors il y a des méthodes de l'état de l'art qui sont très neuves, très récentes, qui s'appellent les prédictions conformes notamment, qui permettent de commencer à regarder ça. Et par exemple, sur de la détection de piétons, de dire, je détecte le piéton à tel endroit et je suis capable de rajouter une bounding box externe, une bounding box interne pour dire, ma détection, elle se situe forcément à 10-X% dans ces deux limites. On a fait un exemple aussi ici sur la détection de freinage, où on a été capable, l'estimation de la distance de freinage des avions, on a été capable de montrer des bornes statistiques à 10-3, 10-6, suivant ce qu'on veut planifier, sur le fait qu'on estime bien la bonne distance de freinage par intelligence artificielle. Et évidemment, dans ces cas-là, on ne peut pas se tromper. Si on se trompe, si on est sûr de nous alors que l'algorithme a tort, évidemment, on envoie l'avion dans l'herbe. Un troisième exemple, rapidement, sur l'explicabilité. Donc l'enjeu ici, il est bien dans l'interface entre l'algorithme et soit l'opérateur, soit le designer, de pouvoir lui donner tous les outils pour expliquer ce qu'est en train de faire l'algorithme. Une intelligence artificielle, c'est une grosse boîte noire avec des millions de paramètres. Faire du reverse engineering là-dessus, c'est très compliqué. Eh bien, c'est exactement ce qu'essaye de faire l'explicabilité, de synthétiser les chemins de décision qui sont pris par l'algorithme, de sorte qu'un ingénieur, un opérateur puisse en tenir compte dans la décision. L'ingénieur, typiquement, le concepteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser l'algorithme d'explicabilité sur des datasets pour essayer de comprendre si la décision qui a été prise, elle est bien conforme à ce que lui, en tant que concepteur, en tant qu'ingénieur, il aurait mis en place. Et ça permet de faire un peu, d'une certaine façon, du debug. Donc là, il y a des exemples. Alors, on a mis en place une librairie. Je vous invite, là, vous avez tous les liens qui sont ici, éventuellement, je vous les enverrai, mais qui permettent en fait d'aller télécharger la librairie. La plupart des outils qu'on fait sont open source, donc vous pouvez les utiliser. Qui en fait concatène un certain nombre d'outils pour faire de l'explicabilité. Alors, il y a vraiment dans la littérature beaucoup de choses qui existent. Néanmoins, il n'y a rien de très quantifié. C'est-à-dire que nous, ce à quoi on s'est vraiment attardé dans le projet, c'est mettre en place des métriques objectives de qu'est-ce que c'est qu'une bonne explication. Souvent dans la littérature, on voit des choses, on a l'impression qu'à l'œil c'est correct comme explication, mais en fait, la plupart du temps, c'est relativement fake, c'est du cherry picking, on prend des exemples qui fonctionnent bien. L'idée là, ça a été vraiment de mettre en place des métriques objectives qui permettent d'évaluer si une explication elle est correcte ou pas. Typiquement, on peut regarder par exemple des enjeux de stabilité. Est-ce qu'une explication va être stable quand on va changer un tout petit peu l'entrée? Si elle n'est pas stable, ça veut dire que l'explication n'a aucune valeur, parce que c'était sans doute un artefact ou quelque chose comme ça. Donc il y a tout un tas de métriques comme ça, il y en a 4 ou 5 qui existent, sur lesquelles on peut se baser pour évaluer la qualité d'une explication. Et ça, c'est extrêmement important quand on fait du benchmarking. Et dernier point, assez important aussi pour tous les systèmes critiques, et puis j'en resterai là, je ne voudrais pas être trop long, c'est sur la qualification des datasets industriels. Il y a une question qui est très connue dans la littérature sur l'intelligence artificielle, qui est la question de la fairness. Est-ce qu'une intelligence artificielle est fair au sens juste pour la société, par exemple? Est-ce que quand on apprend sur des datasets qui sont même biaisés, par exemple sur l'exemple classique, c'est décider du salaire des hommes et des femmes, enfin d'un employé, évidemment, comme les salaires des femmes sont aujourd'hui plus bas que celui des hommes, l'intelligence artificielle va avoir tendance naturellement à reproduire ce biais-là, ce qui est évidemment pas ce qu'on veut. Dans l'industrie, on a des enjeux extrêmement proches, puisque quand on va constituer le dataset sur lequel va apprendre la machine, ce dataset-là peut être totalement biaisé. Alors il peut être, et la plupart du temps, en plus, il est biaisé alors qu'on ne le sait pas. C'est-à-dire que les sujets, les variables sur lesquelles on attend des biais sont inconnus, contrairement aux enjeux de société où en général c'est connu. Ça peut être le pays d'origine, ça peut être l'âge, ça peut être le sexe, etc. Dans le cas industriel, en général, c'est pas connu. Alors, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels c'est connu, mais il y a des sujets sur lesquels c'est inconnu. Par exemple, on a des cas dans la littérature qui existent où on a vu que
des algorithmes qui marchaient très bien, prenaient des décisions sur des propriétés des datasets complètement erronées, uniquement parce que le dataset était biaisé, ne serait-ce qu'au niveau de l'instrument. Par exemple, en satellite, un satellite avec un type d'instrument versus un autre type d'instrument pourrait donner prendre sa décision uniquement sur le type d'instrument et pas sur le contenu qu'il y a dans les images, par exemple. Et ça, on n'en veut pas. Donc, il y a tout un travail qui est fait dans le projet sur, comment est-ce qu'on détecte qu'il y a des biais connus ou inconnus dans les datasets. 2, comment est-ce qu'on mesure leur impact dans les décisions qui sont prises à la fin. Et 3, comment est-ce qu'on contrôle cet impact. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de lisser l'impact. Par exemple, on pourrait vouloir dire à l'algorithme au moment de l'apprentissage, je veux que tu prennes, je ne veux pas que ta décision dépende du type d'instrument. Donc ça, c'est quelque chose qu'on commence à pouvoir faire. Et il faut doter les ingénieurs d'un outillage qui leur permette d'évaluer tous les clusters de biais qu'on peut trouver dans les datas, y compris des biais qui seraient inconnus. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, je crois que j'avais 10 minutes. Je veux juste finir sur un petit peu de pub si ces sujets-là vous intéressent. Le projet organise, et les opérateurs dont j'ai parlé tout à l'heure du projet organisent tous les ans une espèce de grand-messe sur les enjeux de l'IA pour la mobilité, avec tous les enjeux de certification. Cette année, ça aura lieu dans la ville de Québec, mais c'est mix, hein, donc c'est hybride. Il y aura une version aussi à distance. C'est les 17, 18 et 19 mai. Voilà. Et merci pour votre attention. Si vous avez des questions, je pense que j'ai le temps pour répondre à quelques questions. Non ? Oui, quelqu'un a-t-il une question? On avance. Pas de questions. N'hésitez pas à utiliser le chat. Hein. On reviendra plus tard. Ouais, je vais veiller le chat. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, oui. J'en ai une petite pour la fairness. Détecter les biais est dépendant de l'algorithme ou pas sur ce sujet-là? Alors, en fait, on peut soit détecter les biais à la source, c'est-à-dire dans les données elles-mêmes, repérer en fait s'il y a des clusters de données qui ont des propriétés très différentes les unes des autres. Mais en général, c'est quand même lié à un algorithme, c'est-à-dire qu'on essaie de mesurer, un biais se caractérise souvent par l'erreur qu'on va faire sur tel et tel cluster. C'est-à-dire qu'un cluster de données va avoir plus d'erreurs qu'un autre cluster de données. Et c'est comme ça qu'on va repérer que finalement, il faut peut-être améliorer les propriétés du dataset. Mais ensuite, on peut travailler vraiment à tous les niveaux, soit en entrée, soit au niveau des algorithmes, soit même en sortie des algorithmes, pour essayer de débiaiser. Ok, c'est bien. Merci. Merci, superbe présentation et nul doute qu'a priori, Skywind est fort intéressé par cette idée de projet deal qui est avec une structuration extrêmement intéressante entre les différents partenaires et les industriels, l'utilisation de datasets industriels qualifiés, etc. Tout ça, c'est effectivement le nœud vraiment du développement et l'adoption surtout de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'aéronautique et du spatial. Et je reviens pour les orateurs suivants qui sont en fait membres de Skywind. Hein, c'est Jim Wallonie, sa filiale ici en Wallonie, d'Yves Thomas, que je connais bien, qui est membre, et Stefan Smolders. Yves cumule une forte expérience dans la mise en place de projets IT tels que Open Data, ERP, SAP, etc. Il travaille depuis 4 ans chez Jim dans le domaine Smart Geo Insight. En tant qu'account manager et project manager. Son collègue Steven est quant à lui expérimenté en géotique et passionné de l'application de nouvelles géotechnologies. Il a 24 ans d'expérience dans la gestion de projets, de produits et d'équipes, le développement commercial, les opérations et l'innovation. Le titre de leur intervention, c'est GeoAI, l'utilisation des techniques Computer Vision pour construire un jumeau numérique de notre territoire. Voilà, tout un challenge. Voilà, la parole est à toi, Yves et Steven. Voilà. Michel. J'ai ma présentation. Voilà.
Tout d'abord, merci, un énorme merci à vous pour cette invitation à pouvoir présenter un peu la société GIM et ce que l'on peut faire au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, je m'appelle Yves Thomas, je suis Business Development Manager chez GIM et en cas de questions plus techniques, je suis accompagné par Steven Smolders, qui est notre CTO et aussi responsable de l'innovation chez GIM. Donc, en deux mots, GIM, GIM, c'est une société indépendante de géoinformation qui est basée à Louvain, à Leuven, mais aussi au Parc Réalis à Gembloux. Et nos expertises vont vous permettre de travailler plus efficacement ou de prendre de meilleures décisions grâce aux géodonnées et aux outils cartographiques. Donc, on existe depuis quand même quelques années, depuis plus de 25 ans maintenant. Et on est 75 géo-experts au sein du groupe GIM. Donc, notre présentation porte effectivement sur le GeoAI. Donc, qu'est-ce que le GeoAI? Le GeoAI, c'est un sous-ensemble du vaste domaine de l'intelligence artificielle où le machine learning est appliqué sur des données spatiales pour aider à résoudre des problèmes spatiaux. Ces données spatiales peuvent être de type raster, des images satellitaires, des orthophotos, de type vecteur, des points, des lignes, des polygones, ou bien aussi des nuages de points. Et je vais essayer d'illustrer un peu ce concept du GeoAI, de l'utilisation de ce concept de GeoAI chez GIM au travers de quelques cas d'utilisation et de projets qu'on a pu réaliser. Donc le premier projet, le premier cas d'utilisation que nous voulons vous montrer, c'est EO for Belmap. C'est un projet de l'ESA dont le but était d'étendre Belmap, qui est notre géo-digital twin, de l'environnement bâti et naturel. Donc on va l'étendre avec de nouvelles données dérivées à l'aide de techniques d'intelligence artificielle appliquées aux données de télédétection. Et donc, dans ce projet, donc Belmap, c'est notre géodigital twin, comme je l'ai dit, donc, qui couvre l'ensemble du Benelux actuellement. Et c'est essentiellement basé sur des données 3D et aussi des données sur les parcelles cadastrales, les bâtiments, les adresses et ce qu'on appelle les géocelles, c'est-à-dire des zones plus larges regroupant plusieurs bâtiments. Ça peut être le secteur statistique ou ce genre de choses. Notre base de données ne contient pas seulement des géométries détaillées, mais contient également des informations attributaires sur ces objets, regroupés actuellement en 22 groupes distincts. Donc on va ici, ces modules de données donnent des informations concernant les caractéristiques physiques des bâtiments, concernant l'occupation des bâtiments, mais aussi concernant l'environnement. Si vous avez plus d'informations sur les différentes caractéristiques ou ces différents attributs, n'hésitez pas à me contacter. Ce n'était pas le but de cette présentation. Et donc, dans ce projet, nous sommes partis de notre base de données Belmap existante et d'un large éventail de différents ensembles de données couvrant à la fois des images satellites gratuites ou commerciales, ainsi que des images aériennes et des données LIDAR. Ces données sont tout d'abord pré-traitées puis analysées à l'aide de techniques de machine learning de pointe. Et pour tous les modules, nous appliquons des techniques de segmentation sémantique complétées pour certains modules par des techniques d'analyse de séries temporelles. Le produit transformé qui en résulte est à nouveau intégré dans Belmap, puis exposé au travers de delta quotidiens ou à travers d'API. Donc ça, c'est vraiment, on part de Belmap, on alimente Belmap avec d'autres informations, de nouvelles informations basées sur des images, et on réalimente Belmap grâce à ça. Alors, de ce projet, on a pu développer plusieurs modules. Le premier module que nous avons développé, c'est Belmap Greenfield, où nous utilisons des données gratuites de la mission Copernicus Sentinel-2 pour cartographier la construction de nouvelles routes et de nouveaux bâtiments en utilisant des techniques de segmentation sémantique. Le deuxième module est l'âge du bâtiment, Building Age, où nous traitons une série chronologique de cartes topographiques
d'images satellitaires et d'orthophotos pour détecter la première occurrence d'un bâtiment, voilà, l'existence nouvelle d'un bâtiment. Cette information est vraiment essentielle parce qu'elle nous permet aussi de déduire d'autres éléments. Je vais en citer un simplement, c'est par exemple la présence d'amiante dans les toitures. On connaît l'âge, enfin la date à partir duquel l'amiante a été interdite. On connaît la fréquence ou de placement d'amiante et dès lors on peut en déduire une probabilité de présence d'amiante dans les toitures. Ce paramètre est par exemple très utile pour les assurances. Un slide un petit peu plus technique. Les techniques que nous utilisons pour traiter ces images sont les Deep Convolutional Neural Network, utilisés pour la segmentation sémantique multiclasse, où nous nous basons sur les architectures ResUnet et DeepLab. Voilà. Si vous voulez plus d'explications techniques, Steven est là pour pouvoir vous aider par la suite. Pour l'âge des bâtiments, BenMap, les données d'entrée sont donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les cartes topographiques. Donc ici, je vais un peu plus en détail sur cet aspect âge des bâtiments. Hein. Donc on va utiliser les cartes topographiques pour les périodes les plus anciennes, puisqu'on n'a pas d'image à partir de avant une certaine date. On utilise aussi des images satellitaires des missions Landsat et Sentinel, et on utilise aussi des orthophotos mises à disposition en open data par les différentes régions belges et par aussi l'État luxembourgeois. Sur les 15 couches d'information, nous appliquons le Deep Convolutional Neural Network pour arriver à 15 couches qui donnent pour l'ensemble de pixels la probabilité qu'à un endroit donné, un bâtiment soit présent sur la couche d'entrée. Ces cartes d'entrée sont ensuite pré-traitées, traitées par un réseau de neurones de série chronologique pour déterminer la première occurrence d'un bâtiment à l'emplacement donné. Ici, vous voyez le résultat de ces traitements d'images et l'évolution du bâti qui en résulte sur une zone donnée. Voilà, voici un exemple de ce que ça peut produire comme information. Évidemment, ces informations peuvent être exploitées de multiples façons. Ici, vous voyez par exemple une carte qui donne l'ensemble, qui donne la catégorie d'âge prédominant pour une cellule, pour chaque cellule en Belgique. Et donc, c'est quelque chose qui peut être utile pour certains de nos clients. Le troisième module qui a été développé, c'est le module toiture. Où nous visons à déterminer la typologie, les caractéristiques de la toiture à l'aide de données LIDAR. Et on arrive aussi à identifier des éléments autres, hein, tels que la présence de fenêtres de toit, la présence de panneaux solaires, la présence d'unités d'air conditionné sur base d'ortho-images. Et enfin, le dernier module, le quatrième module, c'est BenMap Garden, où nous visons à caractériser l'occupation et l'affectation du sol autour de l'habitation, dans les parcelles cadastrales. Et ça nous permet, par exemple, de fournir des informations sur la surface des jardins ou par rapport à la surface du bâtiment, ou de calculer des surfaces perméables ou imperméables. Voilà, c'est des informations qui sont particulièrement intéressantes. Oui, donc ici, pour la caractérisation de l'occupation, pour la caractérisation de l'occupation de sol, nous avons à nouveau utilisé des techniques de segmentation sémantique multiclasse. Comme données d'apprentissage, nous avons utilisé des cartes de couverture terrestre de résolution inférieure, ce qui signifie qu'une combinaison de techniques supervisées ou non supervisées et non supervisées a été utilisée. La carte d'occupation du sol a ensuite été superposée à une couche vectorielle de parcelles sur laquelle nous avons déterminé pour chaque parcelle la géométrie du jardin en utilisant des techniques de traitement vectoriel. Nous avons ensuite utilisé ces données pour déterminer chaque parcelle la présence d'un jardin, la surface perméable et imperméable, la distinction entre les différents types de végétation. Hein. Est-ce que c'est une végétation basse ou une végétation haute? Le deuxième cas d'utilisation que je voulais présenter, c'est le projet Extopia.
Les mêmes techniques de segmentation sémantique ont été utilisées dans ce projet que nous avons exécuté pour le ministère de la digitalisation et de l'administration du cadastre et de la topographie du Luxembourg, qui cherchaient un moyen plus rapide de mettre à jour leur base de données du bâtiment. Donc ici, en marron, vous voyez les bâtiments de la base de données existante superposés sur l'orthophoto. Et ici, si je clique, vous voyez le résultat de la segmentation sémantique. Comme vous le constatez, un grand nombre de nouveaux bâtiments ont pu être détectés, ou même des parties de bâtiments ont pu être détectées grâce à cette technologie. Le troisième cas d'utilisation, c'est nous appliquons aussi ces différentes techniques de segmentation sémantique sur des images mobile mapping qui peuvent être de différents types, hein, de type optique ou de type LIDAR ou même thermique. Et un des projets que l'on a pu réaliser sur ces images mobile mapping était un projet avec un subside de la région wallonne, hein, un projet tremplin IA. Nous avons utilisé des données mobile mapping de notre partenaire Driven By pour détecter et classifier, sur base de la méthodologie du Centre de recherche routière, les défauts dans la voirie. Là, on a vraiment un résultat vraiment prometteur, vraiment très intéressant de traitement d'images par l'intelligence artificielle. Donc, le GeoAI ne se limite pas non plus aux techniques de computer vision. Nous utilisons également des techniques de GeoAI pour déduire des paramètres de bâtiments, comme par exemple la valeur de consommation énergétique d'un bâtiment. Dans ce cas-ci, nous combinons des informations de Benmap sur les différents bâtiments du Benelux. Donc là, par exemple, l'âge, le volume, etc. Mais évidemment, nous n'avons pas l'information sur la consommation énergétique. Et si nous combinons ces informations avec d'autres sources d'informations dans lesquelles où nous avons justement des informations sur la consommation énergétique, on peut alors utiliser des techniques de clustering pour obtenir des groupes de bâtiments similaires auxquels nous appliquons ensuite un modèle de prédiction supervisé pour estimer la consommation énergétique de chaque bâtiment. Le quatrième use case. Voilà, j'ai terminé ma petite présentation des différents projets qu'on a pu exécuter. Bon, voilà nos coordonnées, hein, donc si vous avez plus de questions, vous pouvez les poser ici ou bien plus tard. On est à votre disposition. Merci beaucoup. Merci Yves. Et ça me fait toujours plaisir de entendre les développements de Jim, hein, qui sont toujours très impressionnants. Et on voit de plus en plus effectivement nos acteurs en observation de la Terre. Historiquement, on avait des acteurs style la boîte menée par monsieur, j'ai oublié son nom, malheureusement qui est tombé en faillite. Ils étaient extrêmement pointus dans l'observation de la Terre, mais extrêmement chers. On faisait et des Rolls-Royce qui étaient hors de prix, mais qui étaient extrêmement sollicités par les agences internationales de sécurité, d'environnement, etc. Mais c'était beaucoup trop cher. Et l'adoption de l'intelligence artificielle de plus en plus permet effectivement même une adoption de plus en plus importante au niveau des administrations et des besoins des administrations. Et un autre acteur de Skywin qui est actif dans l'observation de la Terre, et anciennement la société Scanworld, hein, qui vient de se faire racheter par la société constellaire allemande, qui est un partenaire plus qu'un rachat. Je pense que c'est vraiment une adéquation entre les deux objectifs des deux entreprises. Et c'est Thomas-Louis Delopem qui va présenter une intervention sur l'imagerie hyperspectrale. Thomas, qui est ingénieur en mécanique et physicien avec de fortes compétences en entrepreneuriat, en expérience de gestion, etc. Il possède une expertise en sciences des données, stratégie de développement de l'AI, gestion des produits pour les startups et leadership en matière de recherche. Il a le poste de Head of Analytics chez Constellaire. Voilà, la parole est à toi et merci encore d'être présent aujourd'hui.
Merci beaucoup. Quelle description. Ça me fait tout à fait plaisir. Je suis très content d'être là. C'est en fait la première fois que j'ai l'occasion de parler de nos activités sous le label Constellar, hein. Donc c'est vraiment une grande nouveauté pour nous parce que comme Michel a eu l'occasion de le dire, on a été racheté très récemment. On a créé Scanworld il y a à peu près 2 ans, je pense, et Constellar avait un peu d'avance par rapport à nous, mais il y a en effet des synergies très très fortes entre la startup allemande et la nôtre. Donc, quel est notre projet commun? Je vais d'abord m'assurer que nos écrans sont bien organisés. Globalement, notre ambition, c'est de mettre en place une constellation de satellites qui va produire de l'imagerie spatiale, donc spécialement dédiée à l'agriculture. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est produire de l'imagerie tout d'abord thermique, dans un premier temps, c'est ce qu'on va faire. Et d'ailleurs, c'est déjà techniquement le cas parce qu'on a un démonstrateur en orbite qui est actif et qui est sur la Station spatiale internationale, donc qui produit déjà des données thermiques, pardon. Et par après, on va mettre en place la constellation de satellites avec en plus une payload hyperspectrale de haute qualité avec vraiment un gros contenu scientifique derrière. Sur base de ça, de l'hyperspectral plus du thermique, on va pouvoir déduire, mesurer en fait toute une série de paramètres propres à la végétation qui permettent d'avoir une vision très très claire, très précise et bien plus efficace que ce qui est disponible actuellement en matière de gestion de la végétation, de détection des maladies, de gestion des intrants, donc des fertilisants, de mesure du contenu en eau, toute une série de champs d'application qu'on n'a toujours pas terminé d'explorer maintenant parce que on se rend bien compte qu'il y a énormément de choses qui vont pouvoir être faites. Alors évidemment, comme les précédents intervenants l'ont dit, l'intelligence artificielle a tout à fait sa place dans ce qu'on fait. J'essaie de me focaliser sur 3 petits cas d'utilisation assez concrets, en fait, qui sont peut-être pas tous aussi impressionnants dans leurs résultats que ce qu'on a pu voir avant, mais qui ont vraiment eu un impact sur certaines décisions qu'on a prises. Donc je me disais que c'était intéressant de choisir cela pour en parler. Alors ça, c'est mon premier slide, il est un peu cryptique, je vais vous, vous guider à travers le raisonnement qu'on a là derrière. Le premier cas d'utilisation, c'est vraiment focalisé sur du machine learning pur et dur, donc c'est des modèles de régression. Alors, modèle de régression dans une société qui fait de l'imagerie, ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais comme je le disais auparavant, on se focalise très très fort sur les paramètres de la végétation, qui sont donc des paramètres globalement. Oui, il y en a peut-être maximum une dizaine qui sont utilisés dans la modélisation de la végétation à un niveau agronomique, et c'est ce qu'on voit dans vos schémas en haut à gauche, notamment la forme des feuilles, la surface foliaire par hectare, le contenu en chlorophylle, le contenu en pigments, etc. Tout ça sont des choses qui permettent en fait, qui peuvent être quantifiées et qui permettent de construire des modèles classiques qui vont prédire la croissance et les besoins de végétation à n'importe quel moment. Donc évidemment pour les cultures, pour prédire quels seront les rendements, pour prédire quels seront les besoins en eau et en fertilisants, c'est très très important pour la gestion agronomique des cultures. Sur base de ça, il existe en fait des modèles physiques qui ont été développés il y a assez longtemps, qui permettent de déterminer le spectre de réflectance. Alors, le spectre de réflectance, en 2 mots, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la proportion dans toute une série de bandes de fréquences différentes de la lumière du soleil qui est réfléchie par les plantes. Alors, les plantes sont vertes, pourquoi? Parce qu'elles réfléchissent majoritairement à la lumière verte. Voilà, ça c'est un exemple, ça veut dire que la réflectance sera forte dans les bandes de fréquences qui correspondent à la lumière visible verte. Mais bien évidemment, ça ne se limite pas au visible, et nous, comme on fait de l'hyperspectral, on a des bandes de fréquences dans l'infrarouge. C'est beaucoup plus complexe que ça, et c'est là qu'on va pouvoir aller chercher de l'information tout à fait valable. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? En modélisant toute une série de paramètres de la végétation, on a fait tourner ces modèles physiques des dizaines, des centaines de milliers de fois pour obtenir toute une base de données de spectres, de réflectance, correspondant à toutes des situations très bien identifiées en matière de comportement de la végétation. Alors, on est dans un cas hyper théorique, on est dans un cas idéal et parfait. Il y a toute une série de réalités du monde physique qui ne sont pas du tout prises en compte. Donc, on est bien conscient que cette étude, évidemment, concerne uniquement un cas de figure idéal. Hein, donc, ça, je ne cesserai pas de le dire. Mais à quoi est-ce que ça nous a servi? Alors, c'est là qu'évidemment notre valeur ajoutée s'est mise, et c'est là que ça a été vraiment impactant pour nos décisions opérationnelles, parce qu'on a commencé à réduire le nombre de bandes dans ces spectres. Donc, on avait ces dizaines de milliers de spectres, avec un nombre de bandes
qui était très élevé, c'est de l'ordre de 2000, je pense, par défaut, et on a commencé à réduire ça très très fort pour voir quel était l'impact sur la précision des mesures de la largeur de bande. Autrement dit, c'est ce qu'on voit ici à droite. Donc, ceci sont des exemples pour un même spectre de ce qui serait visible via différents satellites. On a ici, par exemple, un satellite RGB qui, sur base d'un spectre complexe, ne va nous mesurer que 4 points. Donc, 3 points dans le RGB, 1 point dans l'infrarouge proche. Ça, c'est similaire à Sentinel-2. On a beaucoup plus de points de mesure. On a à chaque fois une douzaine, 12-13 bandes qui peuvent être utilisées. Quand on passe à l'hyperspectral, on a une quantité de bandes qui est bien plus grande, qui peut être de l'ordre de 200 bandes dans notre cas, ou même un peu moins. Et c'est justement l'impact de ce nombre de bandes, et donc de la largeur, la résolution spectrale, qu'on a voulu étudier en entraînant toute une série de modèles de machine learning, en utilisant tous les derniers modèles à la mode, dont des XGBoost, des gradients boostés, des réseaux neurones, évidemment, de différentes architectures assez simples, mais chaque fois en développant comme des modèles de régression. Donc, on a eu toute une série de résultats différents qui nous ont permis de déterminer quelle est en fait la largeur de bande optimale sur notre payload hyperspectral pour obtenir un résultat très spécifique et très concret en matière de mesure de paramètres de la végétation. Si je montre le slide suivant, il y a quelques conclusions dessus. Alors ça, ce sont des graphes classiques qu'on voit souvent dans les études en machine learning. Ça permet de mesurer la précision d'un modèle. On voit qu'on vient de loin, parce que nos premiers modèles, en fait, n'utilisaient qu'une seule variable. Donc, sur le spectre que j'ai montré, les 2000 points de mesure, on réduisait ça à une variable. Et bien évidemment, la précision est très mauvaise. Et quand on arrive à l'autre extrême, quand on a, par exemple, une largeur de bande de 10 nanomètres, on voit que la précision qui est exprimée par une des métriques classiques dans le domaine est beaucoup, beaucoup plus haute. Alors de nouveau, on est dans un cas idéal et raisonnablement, dans un contexte industriel, on ne se retrouverait jamais avec une précision comme celle-là, mais au moins notre étude nous donne une limite maximale au-dessus de laquelle on sait qu'on ne pourra pas arriver dans un contexte opérationnel. Mais comme ces métriques, alors en machine learning, la question des métriques de précision, c'est un énorme sujet, et notre point de vue, c'est que les métriques sur la distribution totale, comme le R2 par exemple, ne donnent pas une vision claire de ce qui va se passer dans la réalité. Typiquement, on peut entraîner des modèles et les faire passer de 95 à 96% en R2. C'est impossible de voir quel est l'impact de ce changement-là. Donc, on a utilisé une autre métrique par après, qui est en fait une distribution de l'erreur relative sur chacune des mesures individuelles. Donc, autrement dit, si on entraîne un modèle, qu'on l'utilise pour mesurer un point sur base d'une donnée unique, quelle est la probabilité d'erreur qu'on va avoir? Et là, on voit que le changement est beaucoup plus flagrant, parce que dans un cas extrême, on a vraiment un long tail, donc vraiment des erreurs qui peuvent aller très fréquemment au-delà de 50%. Et dans les meilleurs modèles avec un grand nombre de bandes, eh bien, on a des erreurs qui sont très rarement au-dessus de 10%. Donc voilà, c'est un résultat très encourageant pour nous, qui nous a permis en fait d'apporter un élément supplémentaire à la validation des spécifications de notre payload hyperspectral. Alors, deuxième exemple plus classique concerne directement l'imagerie. Et j'aime beaucoup ce projet parce que en fait, ça a été fait dans le cadre du programme Tremplin IA de Digital Wallonia avec une société bruxelloise qui s'appelle Sagacify. C'est un POC, un Proof of Concept. Donc, l'idée était vraiment de débroussailler le terrain et de voir ce qui était technologiquement imaginable dans le futur sur base d'une problématique spécifique qu'on avait identifiée. On s'intéresse à l'agriculture, ça veut dire que la récurrence de l'imagerie est extrêmement importante et on a deux sources principales de données. La première source, c'est les données multispectrales, Sentinel-2 pour ne pas le citer. La deuxième source de données, c'est de l'hyperspectral. Dans le futur, nos propres satellites. Pour le moment, c'est Prisma, donc le satellite de l'Agence spatiale italienne, qui fournit déjà des données actuellement. On voulait étudier la possibilité de remplir les trous dans des séries de données temporelles. Donc, autrement dit, si on a des données récurrentes fiables en multispectral, qu'on a une série de données qui est en parallèle en hyperspectral avec des trous, est-ce qu'on va pouvoir remplir les trous de l'hyperspectral sur base des données précédentes et des données multispectrales qui sont disponibles? La réponse était relativement encourageante. Donc, ce qui a été fait, c'est mettre en place un processus opérationnel léger pour entraîner un modèle dès qu'on avait des images avec des dates qui étaient très très proches, évidemment c'est ça qui est clé, pour étudier les corrélations entre les valeurs multispectrales et les valeurs hyperspectrales associées.
Ça nous a permis en effet de montrer qu'on avait des prédictions qui étaient relativement bonnes, qui vont évidemment... l'idée n'est pas de tromper l'utilisateur, l'idée n'est pas de faire semblant que ces images synthétiques sont des images hyperspectrales générées comme telles, mais simplement de combler les trous quand on a un processus opérationnel récurrent qui nécessite des données neuves à une certaine fréquence. Donc très intéressant. Maintenant, évidemment, le problème d'époque, c'est que c'est toujours très compliqué de passer à l'étape suivante et d'avoir un processus opérationnel avec un niveau de fiabilité et de précision qui soit à la hauteur des attentes des clients. Donc, il y aura encore du travail là-dessus. Mais c'était en tout cas un très bon point de départ. Et le troisième cas de figure, sur lequel je passerai moins de temps, est beaucoup plus classique. Donc, on parle de super résolution. Il faut savoir que l'imagerie thermique spatiale est fort limitée dans la résolution native, donc dans la taille des pixels sur le capteur, pour des raisons techniques, pour des raisons de bruit, même dans certains cas pour des raisons de régulation, des raisons légales. Donc, il y a un gros intérêt à réduire, à faire en sorte que les pixels soient capturés à la taille la plus grande possible depuis l'espace, mais que par après, ils soient raffinés de manière ultra fiable en utilisant différentes sources de données. Alors ça, c'est un projet qu'on démarre, mais on est porté par le mouvement de la communauté scientifique parce que c'est déjà très documenté. En fait, il y a déjà énormément de choses qui ont été faites dans ce domaine-là. Il y a notamment une équipe qui a réussi, avec un taux de fiabilité énorme, à changer la résolution de données de MODIS, donc un satellite qui capture des données thermiques à 1 km de GSD. Et ils ont obtenu des résultats acceptables à 20 mètres par pixel. Donc, ils ont augmenté la taille d'un facteur 50, ce qui est absolument hallucinant. Bah, évidemment, en utilisant toute une série de sources de haute résolution et une architecture de réseau de neurones qui leur permettait de faire ça de manière fiable. Petite conclusion, qu'est-ce que j'ai envie de faire passer comme message aujourd'hui? Bah, la première chose, c'est que dans un contexte industriel, et surtout dans un contexte assez innovant comme le nôtre, où tout ce qu'on fait au jour le jour va déterminer notre avenir, je pense que commencer par des cas d'application très simples, très concrets et surtout très proches de ce dont les clients ont besoin aide énormément. C'est vrai pour l'AI, mais c'est vrai pour n'importe quelle autre technologie. La deuxième conclusion, c'est que, comme je l'ai dit, faire un POC, c'est la partie simple du boulot, en fait. Et on trouvera toujours des partenaires pour le faire, mais je pense que passer à l'étape suivante et industrialiser un processus comme celui-là présente des challenges qui sont très différents. Troisième remarque, c'est qu'on engage, on fait grandir l'équipe. On est basé en Belgique, pour l'équipe produit en tout cas, notamment à Bruxelles. Donc s'il y a des profils qui sont intéressés d'approfondir ces sujets avec nous, il ne faut surtout pas hésiter à me contacter. Je regarde le chat, je ne sais pas s'il y a des questions qui se posent. Pas de questions, je crois qu'on va tout doucement conclure, à moins qu'il y ait des questions. J'en ai, désolé, j'en ai deux petites. Pour le use case 1, la base de données a été constituée comment? Je sais que je me doute bien que c'est très théorique, mais c'est la source. En tout cas, pour ne pas avoir un biais sur cette étude, c'est avoir une base de données un peu cohérente, quoi. C'est pas nécessairement évident ici. Est-ce que je vois? Exactement, oui, c'est un très bon point. En fait, notre travail a été très fortement simplifié dans ce domaine parce qu'on avait un modèle physique qui existe, qui s'appelle ProSale, qui a été développé par la communauté scientifique, séquentiellement et depuis des dizaines d'années, qui prend en fait tout simplement comme donnée d'entrée des paramètres de la végétation et comme donnée de sortie un spectre de réflectance. Donc notre boulot, c'était de choisir les plages de variation des paramètres de la végétation pour correspondre à des cas concrets et réalistes, faire ingérer ça dans le modèle ProSale et rapatrier les résultats, les structurer dans une base de données qui soit facile d'utilisation. Mais le modèle tourne très vite, les données ne prennent pas trop de place. Donc en fait, ça a été très simple pour nous de générer une quantité de données suffisamment bonne pour entraîner des modèles avec un niveau de précision suffisant. Ok, je demande ça parce qu'on n'a pas beaucoup d'accès aux images hyperspectrales maintenant. Et quand vous parlez de 240 bandes, ou même potentiellement plus, elles sont inexistantes pour le moment, ces données. Elles vont arriver, mais elles ne sont pas là encore. Exact. Bah, il y a Prisma qui existe. Nous avons accès à Prisma, mais c'est moins que ça. Mais par contre, c'est en effet, c'est pour ça qu'on a utilisé ce modèle physique. C'est que comme il n'y a pas d'imagerie qui est présente,
un cas théorique en fait, et avec les avantages que ça pose, mais aussi l'avantage évident qu'on avait des données sans devoir attendre qu'un satellite qui soit lancé. Ok, et ma deuxième question, désolé, c'est quoi l'intérêt industriel du use case 2 de remplir la série temporelle? Oui, en fait, c'est intéressant pour des clients qui sont dans des processus récurrents, comme j'ai dit, donc qui ont besoin d'avoir une image tous les X temps. Maintenant, c'est très préliminaire comme étude, donc est-ce que ces images sont d'une qualité suffisante pour que ça remplisse les besoins du client? Ça, on doit encore le déterminer. Mais ici, dans ce cas-ci, pour l'imagerie spatiale, il y a un problème que ça n'a pas réussi à résoudre encore, c'est les nuages. Il n'y a rien à faire. Donc, le taux de couverture nuageux en Europe, en moyenne, c'est 54%. OK, ça diminue. Dans un sens, on peut dire super. Mais ça reste énorme. Et donc, ça veut dire que la probabilité que les images sur lesquelles on compte, quand le taux de revisite est bas, les images sur lesquelles on compte n'arriveront peut-être pas. Et donc, il faut pouvoir profiter de toutes les sources dont on dispose, qui étaient prises la veille ou le lendemain, dans certains cas, pour pouvoir donner des données aux clients qui soient suffisamment fiables. Mais tout est dans la nuance et je suis bien d'accord. Ok, merci beaucoup. Merci. Moi, j'avais une petite question, si je peux me permettre, Benoît Mac. Bonjour et merci pour l'exposé. Est-ce qu'il y a un intérêt dans les industriels d'utiliser, j'en ai mis un au hasard, mais les challenges open source de type Kaggle et autres, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Parce qu'en fait, d'entrée, on aimerait bien, nous, faire des databases plutôt open source sur lesquelles les chercheurs aiment bien s'exprimer. Mais est-ce que ça a un intérêt pour les industriels aussi? Est-ce que vous utilisez parfois des challenges open source de ce type-là? Ou tu ne connais pas, ou ça ne se fait pas, quoi. Si, pas dans les pratiques. Si je le connais, et j'en rêve. Je pense que toutes les équipes produits dans les boîtes un peu technologiques, on rêve de pouvoir mettre en place un challenge sur Kaggle pour faire parler de nous, pour montrer qu'on s'intéresse à des sujets qui sont à la pointe, ou pour attirer les gens en fait qui sont très compétents dans le domaine. Je pense qu'il y aurait de la place justement pour s'attaquer à ce problème des paramètres de la végétation sur base de données hyperspectrales, thermiques, multispectrales, etc. Parce que pour parler un peu plus large, j'espère que je ne vais pas prendre trop de temps, mais il y a un souci qui, moi, me touche personnellement dans le domaine de l'agriculture, c'est que tout dépend d'une seule variable, qu'on appelle NDVI, qui est une réduction de dimensionnalité énorme sur base des informations disponibles. Typiquement, on va prendre des données Sentinel-2, les 12 bandes vont être réduites à une variable, le NDVI, et ceci va être utilisé comme un proxy pour toute une série de décisions qui sont prises, que ce soit l'irrigation, que ce soit l'attribution de fertilisants, les intrants, que ce soit les prédictions de productivité. Mais bon, un chiffre ne peut pas être un proxy valable pour toute une série de variables différentes. Donc, on essaye de faire en sorte que les gens reviennent en arrière, qu'ils regardent les données multispectrales brutes, les données hyperspectrales brutes, et qu'ils essaient de déduire l'objectif final, donc les données de la végétation, directement avec des modèles qui sont entraînés, évidemment avec la validation scientifique qui sera nécessaire derrière. Donc, oui, si jamais on peut avoir beaucoup de gens qui regardaient à ce problème-là... Avec des demandeurs, s'il y a des challenges sur lesquels certains de nos chercheurs, doctorants peuvent se casser les dents, ce serait plus que bienvenu, quoi. Et peut-être les publier à l'international. Merci, en tout cas. Merci, très intéressant. Merci. Merci Thomas. Voilà, mon réseau de neurones a connu un petit bug tout à l'heure, et la société c'est Kiops, qui a été créée en l'an 2000. C'était une start-up, une spin-off du Centre spatial de Liège, qui était la première société à faire de l'observation de la Terre en Wallonie, et que je l'appelais Rolls-Royce parce qu'ils avaient naturellement, sans intelligence artificielle, ils faisaient tout à la main. C'était un travail de fou. Ils étaient fournisseurs uniques d'ailleurs pour plein d'ONG et la Croix-Rouge, et un de leurs territoires de prédilection dans les années 2000, c'était l'Irak. Et un jour matin, ils se sont retrouvés avec tous leurs disques durs disparus de leurs ordinateurs. Et la sûreté de l'État a dit, c'est les Américains. Ça ne peut être que ça, vu la qualité du travail effectué pendant la nuit. Et effectivement, c'était à la veille de la guerre en Irak. Ceci amène à la présentation et un petit rappel que je voulais faire de l'événement, la deuxième édition de AI for Copernicus, que nous organisons le 3 mai à l'École royale militaire de Bruxelles. En effet, on se rend compte que l'observation de la Terre, l'intelligence artificielle et les sujets de sécurité et défense, et on avait programmé cet événement il y a près d'un an déjà, mais il a été reporté pour cause Covid. On a fort anticipé, malheureusement, avec la guerre en Ukraine. Naturellement, c'est devenu un sujet extrêmement à la mode.
C'est lors de cet événement du 3 mai, donc, qui sera en présentiel et aussi en hybride, donc possibilité de le suivre de chez vous, où on va remettre en évidence les dernières technologies de l'AI for EO, hein, les derniers développements. Depuis 2 ans, beaucoup de choses se sont développées. On va naturellement parler des challenges liés à la sécurité et la défense, avec la présence de représentants de la Commission européenne, de la défense belge, d'Airbus Defence and Space, qui sont vraiment spécialisés maintenant dans l'AI, dans l'utilisation de l'AI dans l'observation de la Terre, et un ancien général français, Jean-Daniel Testé. On va imaginer des futures collaborations, présenter les développements déjà réalisés en Belgique, puisque on co-organise cet événement entre le Copernicus Relay. Donc, Copernicus, c'est ce que je vous appelais tout à l'heure, la fameuse constellation. Dans chaque pays, et en Belgique, les régions obligent, on a 2 Copernicus Relay, un wallon et un flamand. Le flamand, c'est le VITO, le grand centre de recherche en Flandre. Et en Wallonie, c'est l'association qui tourne autour de l'ICEP, Spacebell et Skywin. On va surtout parler, quand on parle de défense et de sécurité, en fait, ça couvre absolument tous les sujets, puisqu'on a besoin dans n'importe quel conflit d'informations sur les infrastructures, les human safety, les migrations, la santé, les food security. Tous ces sujets vont être abordés, discutés avec un programme quand même fort intéressant. Et je voyais qu'il y avait un appel à candidature d'acteurs en AI par le secteur spatial. Eh bien, nous allons aussi, entre chacune de ces présentations de réalisation par nos industriels et spécialistes en IO, donner la possibilité à des jeunes chercheurs de présenter leurs travaux en AI qui ont potentiellement un intérêt pour l'observation de la Terre, et essayer, avec le support d'une association belge de Dominique Tillemans, qui s'appelle Switch for Space, qui recherche des nouveaux talents dans le domaine spatial, de croiser cette offre de capacités et de compétences des jeunes pour le domaine de l'observation de la Terre. Voilà, donc je vous invite tous à aller jeter un petit coup d'œil sur le site AI for Copernicus, cette seconde édition qui va couvrir tous ces sujets. Voilà, je vais redonner la main à Antoine pour conclure. Je crois qu'on est juste dans les temps. Comme pile dans le timing. Merci à tous les orateurs, merci Michel, et j'espère que ça vous a plu. Au passage, c'est peut-être intéressant pour les entreprises qui ont participé à ce webinaire. On lance également un appel à projet prochainement, donc ce sera normalement pour le mois de mai, voire juin, un appel à projet dédié aux entreprises du secteur spatial, et qui visera justement à réaliser un diagnostic de maturité sur l'IA. C'est un appel à projet qui est financé à 70%. On vous met en relation avec aussi avec un prestataire de service. Et donc, je vous invite à vous tenir informé de cet appel à projet via la page Digital Wallonia for AI. Et n'hésitez pas aussi, je rappelle, à vous inscrire à l'événement AI for Copernicus, organisé en partie par Skywin. Je crois que l'ICEP est également dans les organisateurs. Donc, merci à toutes et à tous, et je vous souhaite une excellente journée.